mois prochain, la dernière séance est consacrée à Rockinson, un gars bien bâti, 2 mètres de haut, 110 kilos. Ah oui, puis quelqu'un qui a du mérite, hein, parce que ça n'a pas marché très très fort pour lui au début. Maintenant, il s'est essayé au théâtre, il était nul. Il n'arrivait pas à retenir son texte, c'est mauvais ça. Alors il s'est dit par contre, parce que pas bête, il dit, tiens, je vais essayer au cinéma, parce que là, il y a moins de mots, puis on n'est pas obligé de tout dire en même temps, alors ça peut peut-être marcher. Eh bien, il a eu raison. Ça a drôlement bien marché, c'est devenu une star. Alors on va le voir ce soir dans 2 westerns signés Raoul Walsh. Le premier, c'est Bataille sans merci. Or, c'est l'histoire de 2 anciens de la guerre de sécession qui se retrouvent. L'un des 2 a volé la belle de l'autre. La belle, c'est Donaride. Le gentil, vous en doutez, c'est bien entendu Rockinson. Et puis ça nous permet, ce petit western, de voir des tronches qu'on aime bien, vous savez, des bons seconds rôles comme Leo Gordon et puis aussi Lee Marvin. Le second film, eh bien, c'est bien aussi, puisque c'est Victime du destin. Victime du destin, c'est l'histoire, disons, à peine romancée du célèbre bandit de l'Ouest, John Wesley Hardin, et bien entendu qui sera interprété par Hawkinson. Et nous verrons aussi en second rôle des mecs formidables comme John McIntyre ou Lee Van Cleef. Alors ces 2 films sont donc signés Raoul Walsh. Raoul Walsh, vous le savez, c'est toute l'histoire du cinéma lui tout seul, puisqu'il a commencé au début pour terminer en 65. Il a fait... Oh, puis je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais non, parce que non, la liste est trop longue, vous avez qu'à acheter le bouquin. Puis revenez le mois prochain, on en causera si vous voulez. Mais pour le moment, bah, faut pas rester là. Oui, allez. Bah si, allez acheter le bouquin. Vous l'offrirez. L'horloge énigmatique existe. Allez à la retrouver. La chronique des hasards tout de suite sur France 3. Bon baiser au champion. Comment ça va les clubs? Est-ce que tout le monde va bien? Où sont les Marseillais là? Demain sur France 3, pour ceux qui font le jeu partout en France. Allez les autres clubs là, tous les clubs là. Le jour de gloire est arrivé. Quel pays remporte la fête? Quel pays adore les jeux d'esprit? La France exactement, bien joué. Avec Julien Lepers, chaque Français a dans le cœur un champion qui sommeille. Sortez-le, c'est le Spécial Club, demain à 20h50 sur France 3. Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Vous avez entendu parler du dossier Pélican? Vous la prenez au sérieux, cette histoire de Pélican? Menace sur la beauté. Elle est morte dans 48 heures. Où est-ce que vous allez vous cacher? Les gens à qui j'en ai parlé ont été assassinés. Julia Roberts, jeudi à 20h50 sur France 3. De nouveaux envahisseurs débarquent sur la planète. Le virus d'Ebola provoque la mort dans 80% des cas. Connus comme le sida, l'Ebola, discrets comme le guanarito ou futurs mutants à naître, avec l'apparition des nouveaux virus, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Péril sur l'humanité, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada, mercredi à 20h50 sur France 3. Allons Alain, au lit là-haut, ici et là. Allez, ah. La gueule drôle des camiroirs. Allez, ah. Que lui, il avait une télécommande à distance, et que si dans 2-3 minutes la porte n'ouvrait pas, il me faisait exploser. Là, par contre, j'étais pas fameux. Hein. À Toulon, le casse du siècle n'a rien rapporté à l'agent de sécurité de la Banque de France, excepté une forte somme d'ennui. Toulon, le 16 décembre 1992.
À 7 h du matin, Emmanuel de Mémé rentre chez lui après sa vacation à la Banque de France. Au moment où il ouvre la porte de son immeuble, il s'étonne de voir 2 hommes s'approcher de lui avec des bouteilles de champagne. Et là, il y a une troisième homme qui est arrivé, qui m'a attrapé, qui m'a poussé. Alors là, je suis propulsé jusque là, jusqu'au milieu. Là, il y a un homme qui me braque un revolver donc là, sur la tempe. Un me retourne, se met sur moi, me demande si je sais pourquoi ils sont là. Moi, je leur dis non. Il me dit de ne pas m'inquiéter, ils sont là pour la Banque de France. Là, on m'attrape, on me tire, on me jette. Là, donc sur la petite marche, je fais un bond, il me casse le dos déjà là. Il m'amène jusque là. Là, il m'explique avec un revolver donc sur la tête. Là, je reçois un grand coup de crosse que j'ai voulu bouger. On me dit de ne pas faire le cow-boy. On me fait monter dans l'ascenseur. On m'envoie en bas, tout recroquevillé. Et là, 2 hommes se mettent avec moi, me filent des coups de pied pour bien que je reste au fond. Et le troisième me monte par les escaliers. Une dizaine d'autres gangsters les rejoignent. Emmanuel de Mémé doit réveiller sa femme et son fils, qui restent séquestrés sous la menace des mitraillettes. Puis commence l'interrogatoire. Si je répondais à côté, il me filait des grandes baffes derrière la nuque, des coups de crosse même, parce que comme ils avaient les revolvers au poing, et apparemment ils savaient déjà tout sur le système d'alarme, les alarmes, où combien de temps mettait la police pour venir, ce qui se passait, comment faire pour entrer dans les coffres, qui avait les clés des coffres, tout ça, ils savaient déjà tout. Le seul point où ils n'étaient pas sûrs, c'était donc combien il y avait de femmes de ménage à la Banque de France. Donc ils m'ont posé des questions sur ces femmes de ménage, donc j'ai dit qu'il devait y en avoir 3 ou 4, moi j'étais pas sûr exactement, puis en plus je voulais pas non plus leur dire à titre professionnel, quoi. Peut-être exactement ce qu'il en était. Et donc l'interrogatoire a duré pratiquement 1h15, 1h30. Et là, ils étaient quand même assez nerveux. Et après, il est arrivé un type vers 10h, donc qu'ils appelaient l'artificier, qui a calmé tout le monde, qui est venu vers moi, qui a été très objectif, on va dire, qui m'a expliqué ce qu'ils allaient faire, m'a donné un sucre avec l'alcool de menthe pour me détendre. Il m'a dit qu'il fallait que je tienne le coup, qu'il fallait pas que je lâche, parce que si je tenais pas le coup, je risquais d'en prendre plein la tête, ma femme et mon fils aussi. Parce que tout dépendait un peu de moi, quoi. D'autant plus qu'on lui fixe sur le ventre 3 bâtons de dynamite et un système électronique de mise à feu contenu dans un sac banane. On le fera sauter s'il ne fait pas exactement ce qu'on lui dit. Et après, il m'a expliqué qu'il allait prendre aussi ma femme et mon fils pour les emmener en promenade, qu'ils allaient les emmener hors Toulon. Et que si vraiment ça allait au plus mal, il les tuait, quoi. Et là, là, je réalisais même pas qu'on allait faire le truc, qu'on allait à la banque, quoi. Parce que je pensais qu'à ma femme et mon fils, quoi. Je pensais pas à autre chose. En fin de compte, tout ce qui venait, même pour moi, parce que bon, dès qu'ils sont sortis, il m'a accroché cette banane avec l'explosif. Je ne la calculais même pas, quoi, en fin de compte. Je pensais plus à ma femme et à mon fils. Et on est descendu. L'artificier m'a fait monter dans la voiture. Donc j'avais cette banane autour de la taille. Il m'a mis un revolver sur les côtes. Il m'a enlevé les rétroviseurs. Il m'a dit d'avancer doucement. Surtout de ne pas regarder, d'essayer de regarder derrière. Parce qu'il y avait des personnes qui nous suivaient en voiture. En fin de compte, on imagine les pires choses, là. J'étais ailleurs, quoi. Je savais plus... Là, je suivais le mouvement. J'étais comme un automatin. Je faisais exactement ce qu'il me demandait. J'ai arrêté mon véhicule sur le trottoir qui se trouve là. Ensuite, je me suis approché du petit portillon. Et à ce moment-là, il y avait des personnes qui sortaient. Donc les personnes qui sortaient, j'en ai profité pour rentrer en même temps qu'eux. Là, je me mets à genoux, j'explique à mes collègues, ils ont eu un moment de réticence. Donc je me mets à genoux, je leur explique ce qui arrive à ma femme, à mon fils.
Et là, je me mets à pleurer, à les supplier, quoi. Pour qu'ils obéissent, autrement je vais exploser. Et bon, et sur ce, ils ouvrent la porte. Là, il est rentré, arme au poing. Il leur a dit de s'écarter, d'ouvrir le portail pour laisser rentrer le camion. Une quinzaine de gangsters en descendent et investissent la banque. En quelques minutes, les gardiens et les femmes de ménage sont enfermés dans les toilettes, les caméras neutralisées, les clés récupérées et les coffres ouverts. Là, moi, on m'a emmené devant le coffre. Il y a déjà tous les billets dehors. Alors, le coffre de la banque, c'est voilà, c'est ça, c'est du béton. Hein. Ni plus ni moins, c'est un gros cube de béton. Alors là, il y avait des sacs de 500, des billets de 500. Alors, ça se présente, c'est gros comme ça, grand comme ça, c'est transparent, c'est tassé. Ça fait 5 millions de francs à peu près dedans. Et des sacs de billets de 200. Et quelques billets de 100. Plusieurs mètres cubes de billets sont chargés dans le camion qui s'en va tranquillement. À l'extérieur, personne ne s'est douté que le casse du siècle, comme titreront les journaux du lendemain, venait d'avoir lieu. L'artificier nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on appelle la police avant 20h. Il était 18h30. Ou 19, à peu près, quelque chose près. Et au bout de 20 minutes, quoi, ça a duré 20 minutes à peu près le hold-up. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une première alarme a sonné. Là j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Et la police a téléphoné, a dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il se passe rien, je leur ai raccroché au nez. Là j'ai appelé ma mère, je lui ai dit ce qui m'arrivait dans la situation où je me trouvais, que j'allais certainement mourir, donc que je leur disais au revoir, surtout qu'ils s'occupent bien de ma femme et de mon fils, que moi je ne savais pas où ils étaient, donc là j'avais Dieu que pour eux, quoi. Et sur ce, la police est arrivée. Alors là, ils se sont roulés un peu dans la cour, hein. Ils ont longé les murs, croyant qu'il y avait toujours des personnes qui étaient des gangsters à l'intérieur de la banque. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, ils m'ont dit, après leur avoir expliqué ce qui se passait, c'est du bluff. Là, j'étais mis torse nu, j'avais fait 5 litres d'eau, j'étais trempé, c'était la terrible, là. J'avais plus de jambes, j'étais assis, je ne sais plus ce qui arrivait. Les démineurs sont arrivés, ils ont regardé ce qu'il y avait dans la banane, là, ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont dit, toi, tu ne bouges pas, on va revenir. Ils sont revenus habillés en cosmonaute. Là, le gars s'est penché sur moi, m'a dit de ne pas bouger, qu'il allait regarder autour de la banane si il pouvait l'enlever. J'ai demandé s'il pouvait me mettre une plaque de fer, mais il m'a dit que ça ne servait à rien, que si ça explosait, on explosait les deux. Il a coupé la banane, il a pris la bombe, et l'a emmené dans la cour. Là, il m'a dit que je pouvais partir. Et là, la police est montée de suite pour m'appeler et me dire de venir et de les suivre pour être interrogé au commissariat. Alors là, c'est le deuxième calvaire qui commence. On m'amène au commissariat et quand j'arrive, je suis de suite interrogé, pas comme une victime, comme un suspect. À la limite, on aurait plutôt cru que c'était moi le gangster qui avait tout fait qu'autre chose. Et ça dure jusqu'à 7 h le lendemain matin. Vers 20h30, on me dit que ma femme a été relâchée hier, qu'une patrouille de la police va la ramener. On me dit aussi que mon fils est en sûreté chez ma belle-mère. Jusqu'à 4 h du matin, j'ai toujours pas vu ma femme. Je la croise dans les couloirs. Là, on me dit, au bout de 10 minutes, qu'il faut que je reprenne encore un interrogatoire. Donc, je recommence et on nous relâche vers 7 h, à peu près, 7 h donc le lendemain matin. Là, ça faisait de 7 h la veille jusqu'à 7 h le lendemain. Et après, bon, c'était l'enquête administrative qui était terrible. Le truc incroyable, c'est que c'était de ma faute. S'il y avait eu le hold-up à la Banque de France, c'était, selon les inspecteurs de la Banque de France, c'est de ma faute, c'est moi qui avais permis, qui avait tout permis. C'était pratiquement moi le gangster. Ils ont mis 1 mois de mise à pied à la personne au gardien qui m'avait ouvert. Donc c'est la personne qui m'a sauvé la vie. En fin de compte, qui a sauvé la vie à ma femme, à mon fils aussi. Et là, eh ben, c'était normal pour eux qu'il ait 1 mois de mise à pied. Et moi, 2 ans après, on m'a licencié. Licencié pour avoir refusé de mourir, on peut dire que la Banque de France exige beaucoup de ses salariés.
Après, on a dû déménager parce qu'on ne pouvait plus vivre dans l'appartement. La nuit, c'était des cauchemars, c'était toujours revivre cette histoire. Tout notre mode de vie, on a dû le changer, on a dû vivre autrement. On a peur tout le temps. C'est qu'au début, on regardait dans les rétroviseurs, on avait toujours l'impression d'être suivi, d'être... Et là, c'est très dur de vivre comme ça. Parce que, en plus, après, il y a les gens qui sont très... Pas méchants, c'est pas de la méchanceté, c'est de la bêtise plutôt. C'est combien vous avez eu, quand est-ce que tu déterres l'argent, quand est-ce que tu pars habiter dans les îles, combien t'as touché sur ce coup-là. Alors ça, déjà, c'est terrible. Parce que, vu de cette situation, ça voudrait dire que les gens pensent ça. Pour moi, ça voudrait dire que c'est moi qui ai envoyé ma femme et mon fils au casse-pipe. Alors ça, c'est un truc, c'est inadmissible pour moi. Ça, c'est un truc que je comprends plus, c'est un truc que je peux plus vivre. Après, c'est attention, tu vas exploser. Attention, voilà la bombe humaine, voilà l'homme dynamite. Ça, c'est 2 réflexions comme ça par jour et la nuit, on dort plus. Je dors plus. La journée qu'on a passée avec ma femme et mon fils, journée terrible, après tout ce qu'on a enduré, après mon licenciement par la banque. Maintenant, ce que je recherche, moi, c'est un travail, une vie normale, et ne plus me poser la question, est-ce que c'est normal qu'on me traite comme ça? Normal peut-être pas, mais dans ce monde-là, c'est possible. Qui aurait imaginé que le temps se vendrait aux enchères? Un temps sans mécanique, un temps sans engrenage, Robert Houdin, prince des magiciens, a créé l'horloge énigmatique. Tac, tic, tac. Ne s'explique pas par quel mécanisme, par quel mystère les aiguilles sont mises en mouvement. Je m'appelle Yalmar, je suis magicien professionnel depuis 25 ans. Ma passion pour la magie m'a amené à collectionner, donc d'abord à devenir bibliophile et à collectionner les gravures, les affiches, les boîtes de physique amusantes et tout ce qui concerne en règle générale la facilitation. Demain, il y a une grande vente aux enchères où j'ai été contacté pour être l'expert d'un objet absolument extraordinaire où je dois dire... J'en ai rêvé pendant beaucoup d'années. C'est la pendule mystérieuse à colonne à 2 aiguilles de Robert Houdin. Bon, à mon avis, ça peut intéresser des gens sur le plan mondial, puisque trouver une pièce de cette importance, c'est plutôt très difficile. Le problème qui se pose, c'est de savoir comment ça marche. Oui, c'est sûr. Ça, c'est un grave problème. En plus, on peut supposer que le mouvement est dans le socle, qu'il est transmis par l'intermédiaire de la colonne au cadran, sans qu'on puisse deviner comment les aiguilles vont se mouvoir. D'abord,
comment est-ce transmis du mouvement, du mécanisme qui est dans la base, dans le socle, comment est-ce que ça passe là-haut, dans la colonne de cristal. Parce que là, vous avez le vide, ici. Là, vous avez le vide, tout repose sur le vide, cette colonne. Alors la colonne, apparemment, c'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est magique, hein. Il fallait s'appeler Robert Houdin pour trouver une chose pareille. Je suis magicien, alors si je ne connaissais pas la vie de Robert Houdin... Il n'y a que lui. Oui, bien sûr. Il n'y a que lui. Je suis le seul expert au niveau des objets de magie, c'est pour ça que je présente cette pendule. Mais quand il pourrait y avoir des choses alambiquées... Et c'était le chef-d'œuvre de Robert Houdin, ça. Parce que chaque artisan devait présenter un chef-d'œuvre, et le chef-d'œuvre de Robert Houdin était la pendule mystérieuse. Et c'était un prestidigitateur aussi d'une certaine Qui, Robert Houdin? Oui. Ben, vous rigolez, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est lui qui a donné toutes les bases à notre art, hein. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la prestidigitation moderne. Il n'y a jamais eu plus grand que lui depuis. Ça me touche en tant qu'horloger, parce que pour faire ça, il faut tomber sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut passer des heures sur un établi à transpirer. Parce qu'on recommence 10 fois, on recommence 20 fois. On cherche, on dessine, on reprend, on refait. Ben écoutez, estimation, on va dire qu'elle va voyager entre 150 000 francs et 400 000 francs. On ne sait pas où elle va aller, mais entre 150 000 et 400 000 francs. Voilà. Dans la base, vous avez le mécanisme. Regardez, baissez-vous déjà. Vous voyez, il y a le jour complètement de l'autre côté. Il est dans la partie en velours ou dans Alors, le il est dans la partie en velours. Et il y a un engrenage d'angle qui est pris sur la chimère, qui traverse la terrasse et la chimère. Il y a une roue dentée à l'intérieur avec un second tube, un tube de verre. Il y a un second tube. Donc, voilà, avec une autre roue dentée en haut. Un engrenage d'angle encore en haut entre le tube, voilà. Et ici, dans la boule supérieure, vous avez deux disques de verre, un qui est mobile, un qui est immobile, dont un qui est pris, si vous voulez, dans une roue dentée. Et automatiquement, c'est le disque de verre, quand il tourne, qui entraîne les deux aiguilles. Allô? Oui? Oui, bien sûr, ne coupez pas, je vais vous chercher. Monsieur Yanmar. C'est une femme? Non, je suis désolée. Non, c'est pas une femme. Alors? Là, maintenant, je pense que l'exposition publique va s'arrêter dans quelques minutes. Et puis après, donc, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans la salle pour ranger tout et préparer donc la salle pour la vente de ce soir. Nous allons commencer cette vente d'horlogerie, donc, aux conditions habituelles. Et nous allons commencer donc par le numéro 1. C'est ce chronomètre de marine Dent à réparer. C'est bien mis du journal. 27 000 francs. Je laisse la parole à notre ami. Alors, numéro 51, le chef-d'œuvre de Robert Houdin et sa pendule mystérieuse. Et le numéro 51, il se trouve que c'est le numéro de ma date de naissance. Alors, est-ce qu'il y a hasard ou est-ce qu'il y a mystère? Alors, il y a sans doute un mystère.
Créé son arrière-petit-fils, Kem Robert-Houdin, en 1836. Je donne la parole à M. Yanmar, à l'expert, qui va présenter l'objet, jusqu'au moment où on attaque les enchères, et c'est là où le mystère commence, puisque... Il y aura peut-être un autre mystère aussi, c'est le téléphone. Ah, ça, c'est encore autre chose. Parce que je pense qu'on va avoir de nombreux acheteurs qui vont se manifester par téléphone. Nous débuterons les enchères à 150 000 francs. 150 000. On est à 150 000, 160 000, 170 000, 180 000, 190 000, 200 000, 200 000. 225 000, 225 000, 230 000, 230 000. Le fait de pouvoir défendre un tel objet, pour moi, qui est aussi symbolique tel que la pendule mystérieuse de Robert-Houdin, et qu'en plus ça se passe à Lyon, j'avoue que j'ai quand même marqué un certain temps pour arriver à savoir si je rêvais ou je rêvais pas. 350 000. 350 000. 350 000. 360 000. 370 000. 380. 380,000 francs. Right? 380 000. Plus là. Plus là. 390 000. 390. 400. 400 000. C'est bon. Bruno, et 400 000. Le Dieu. Désolé. Alors, eh ben, ça va mieux. Je suis content parce qu'en fait, le mystère, il est réglé, puisque étant donné que j'ai annoncé, donc c'est une prédiction de magicien, que j'allais faire voyager la pendule entre 150 000 francs et 400 000 francs. Je suis parti de 150 000 francs et je suis arrivé à 400 000 francs. Ça, c'est un beau tour de magie. En plus, je l'avais estimé entre 300 000 et 400 000, donc j'ai rempli mon contrat. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rencontrer le maire. Où se trouve la mairie? Ici. Un village coupé en deux par l'administration intrigue un ethnologue africain. Venu en ces contrées lointaines étudier les mœurs des autochtones, il n'en est toujours pas revenu. Très cher oncle, je suis bien arrivé en France après un long voyage. Ici, pas de taxi brousse, on voyage en chemin de fer. Je suis arrivé dans une région magnifique où je vais étudier les mœurs des autochtones du Cantal et de l'Aveyron pour ma thèse d'ethnographie. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rencontrer le maire. Où se trouve la mairie? Ici. À Saint-Santin, il y avait bel et bien 200 de cloches. Ah, il y a une mairie ici et une mairie là-bas. Il y en a deux. Il y en a deux. Une dans l'Aveyron et l'autre dans le Cantal. Ah, mais vous êtes assis où, là? Moi, je suis dans l'Aveyron, mais lui, il est dans le Cantal. Ah bon. Ben, je vais aller voir le maire de Cantal avant. C'est où, le Cantal, monsieur? Bas. Très bien. Merci. Oh, Shentanti,